Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox avec ce coup-ci la Koenigsegg Agera que vous voyez ici, qui est la voiture à débloquer gratuitement cette semaine sur Horizon 5. Alors c'est une nouveauté celle-ci sur Horizon 5, mais ce n'est pas une nouveauté Forza Horizon tout court, puisqu'on l'avait déjà sur Horizon 3 et sur Horizon 4 celle-ci. Donc c'est un retour, mais un retour assez sympa quand même, parce que ça permettra d'avoir une alternative aux Agera RS et Koenigsegg One, qui sont plus récentes, qui sont plus performantes aussi, mais qui font clairement aussi moins voiture civile, puisque la Agera RS est vraiment, on va dire, l'Agera ultime en termes d'accélération et de Vmax. La One, c'est la version un petit peu, on va dire, orientée circuit, orientée piste, et donc on a l'Agera qui est la version quasiment classique en fait, donc même si c'est une voiture qui n'a rien de classique en soi vu les perfs. Mais voilà, c'est cool de l'avoir de retour, même si effectivement j'aurais aimé peut-être pourquoi pas qu'on nous mette plutôt la CCXR ou une autre variante de la Agera qu'on avait déjà. En tout cas, elle est de retour, vous avez une semaine pour la débloquer entre le 20 et le 27 octobre 2022, c'est à 20 points de section festival, donc ça se fait quand même plutôt bien, hein. 20 points clairement c'est très rapide à faire. Et du coup pour ces 20 points de section de festival, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un V8 5 litres, turbo, biturbo même, qui sort 960 chevaux pour une voiture qui fait aux alentours des 1400 kg, ce qui est assez léger pour une caisse avec un aussi gros moteur et en propulsion, mais c'est parce que Koenigsegg, comme d'hab, sont les kings en termes de recherche et proposaient un châssis à l'époque qui était quand même dans ce qui se faisait de mieux, qui était entièrement alu plus carbone, donc un châssis très léger. Une propulsion, quasiment 1000 chevaux full stock, 1400 kg, 0 à 100 en 3 secondes, ce qui est limité par le fait qu'elle est en propulsion. Clairement, ce serait une WD, on aurait probablement 2 secondes 7, 2 secondes 8. Et vitesse de pointe aux alentours des 415 km/h. Donc, pour une voiture qui était sortie en 2010, la Agera, c'était quand même assez incroyable. Je crois qu'elle a jamais eu de record celle-ci, il me semble que déjà à l'époque Bugatti faisait un peu mieux en termes de 0-400 km/h par exemple, mais c'était vraiment monstrueux. Et j'ai toujours été plus team Koenigsegg que team Bugatti, même si au final il n'y a pas grand chose en commun entre ces deux marques. Il y a une espèce de petit combat, et j'avoue que la philosophie Koenigsegg, faire des voitures on va dire peut-être un peu moins luxueuse, clairement peut-être un peu moins efficace pour le démarrage, pour les 0 à 100 par exemple, mais de faire des voitures vraiment plus exigeantes et vraiment des caisses un peu plus orientées piste, même pour les versions classiques, j'avoue que j'aime bien. Donc celle-ci, voilà, elle est en S1, donc je m'attends pas à ce qu'elle fasse, on va dire, un record sur le Top Gear Equinox complètement d'origine, mais je me dis qu'avec les améliorations et différentes choses qu'on pourra faire sur cette voiture-là, il y a quand même moyen qu'on fasse un bon chrono. Clairement, le souci de cette voiture, c'est qu'elle est un peu sous-vireuse. Sous-vireuse en entrée de virage et sur-vireuse en sortie de virage, ce qui est chiant. Mais clairement, ce sera quelque chose qui sera améliorable, modifiable avec les réglages. Mais pour une caisse full stock, elle est quand même assez cool à conduire. Et elle est jolie, ça franchement, la Agera, j'avoue que je trouve qu'elle est plus jolie qu'une One ou qu'une Agera RS, parce qu'elle est un peu plus traditionnelle, un peu moins extrême. Même si je préfère encore, allez, on va dire la Regera à la Agera normale. Je préfère la Agera normale à la RS, à la R. La R qui est quand même cool aussi, hein, qui est une espèce aussi d'entre-deux, qui est chouette aussi, qu'on a sur The Crew 2, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Ça a été la voiture que j'ai le plus roulé, je pense, en hypercar sur The Crew 2. J'ai vraiment beaucoup farmé avec. Et j'avoue que je la trouve quand même très très cool aussi. Donc ouais, petit chrono pas forcément formidable, mais voilà, hein, ça demande qu'à être amélioré, à être réglé et retesté dans d'autres conditions. Mais on va faire un chrono. En fait, pour une caisse S1, c'est acceptable, c'est même plutôt bon. Mais pour une caisse du Top Gear Equinox, c'est pas fou. On fait 3.38, full stock. Comment on est on est quand même devant une Schupan. On est devant une F1 GT, mais on est derrière une Diablo GTR à pas grand chose près. Donc plutôt cool. Alors voyons voir les améliorations dispo. Bon, alors déjà il n'y aura pas de swap, ce qui veut dire que probablement on va pouvoir l'améliorer jusqu'aux alentours des 1350 chevaux, sinon on aura le swap de la One ou de la Agera RS disponible. On pourra par contre les mettre en 4 roues motrices un peu plus tard dans cette vidéo, mais déjà on a des améliorations à mettre sans aller aussi loin dans les extrêmes. Déjà on va pouvoir améliorer tout le moteur, et ouais, ça devrait sortir quand même pas loin des 1300 chevaux, je l'espère. On est déjà à 1100 sans les améliorations de turbo, même plus que le moteur de la Agera RS. Quasiment autant, ouais non, même plus que la One en fait, qu'est-ce que je raconte. La One c'est 1360 chevaux pour 1360 kg. Donc déjà là ça nous fait gagner
beaucoup de puissance, on gagne quasiment 500 chevaux, on gagne aussi en poids, on va pouvoir gagner aussi en tenue de route, et surtout, on va pouvoir, je suppose, grâce aux améliorations, avoir plus de réglages pour le châssis, parce que là, clairement, le gros souci, et ce qui empêchait de bourriner et d'être vraiment rapide, c'était le sous-virage un peu relou. Mais déjà, voilà, Gumslick, ça va être un peu plus efficace. Et on va pas aller en X, j'ai l'impression. Faut voir s'il y a un kit Forza dispo dessus, mais je crois pas qu'il y ait d'aéro dispo. Si, il y en a. Bon alors peut-être, elle a ses chances encore. On va regarder les nouvelles jantes. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des jantes plus légères? Non, elles sont toutes au même poids, donc on va laisser celles de base. Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer la tenue de route avec le poids des jantes? Oui. Alors certains disent que c'est contre-productif de mettre les jantes améliorées parce que ça rajoute du poids sur les voitures, enfin pas les jantes améliorées mais les jantes plus grandes. Sauf que on va dire que faut pas oublier que du poids sur les extrémités, donc sur les roues, ça change le comportement de la voiture en fait. Donc certes on a peut-être une voiture qui va être un peu plus lourde, mais qui au final sera capable de faire des meilleurs chronos parce que plus maniable. Donc c'est parti du coup pour le test avec la voiture full améliorée, on n'est même pas en X d'ailleurs, on est en S2 997, alors je suppose qu'il y a moyen en optimisant l'indisperse de la mettre pile poil en 998 pour qu'elle soit top catégorie, mais j'ai pas l'impression qu'elle aille en catégorie X par contre. Alors là par contre rien à voir, niveau feeling et conduite, là c'est bien plus grippé à la route, alors toujours dur à conduire parce que on a encore plus de puissance sur le roue arrière, mais une fois lancé par contre c'est autre chose, hein. Et on a une accélération maintenant, c'est quand même assez fou. Hâte de voir ce que ça va donner pour le chrono final. Elle devrait être capable d'avoir un bon grip. On est à 2,5 en gelé latéraux maintenant, sachant que full stock on était à 1,9, ce qui est quand même pas énorme pour une hypercar. Maintenant 2,4 et une VMAX probablement aux alentours des 420 km/h. Donc sur le papier, c'est quand même pas mal du tout, hein. Oh, elle est violente, hein. Elle est violente, elle est plus rapide que ce que je pensais. Elle a beaucoup plus de grip aussi que ce que je pensais. Donc il y a moyen que niveau chrono ce soit pas mal, hein. Ce sera peut-être pas une dinguerie incroyable. Alors attendez, on va refaire ce virage par contre. Ce sera peut-être pas une caisse qui sera dans le top 3 ni même dans le top 5, mais c'est une caisse qui potentiellement par contre peut se mettre pas loin du top 10. Ah, c'est spécial à conduire un peu, elle est toujours très rigide. C'est assez marrant, genre j'ai l'impression qu'elle a fait un peu briller la physique du jeu, c'est assez chelou. Elle est rapide. Est-ce qu'elle sera assez rapide pour être dans le classement? Je sais pas, mais dans tous les cas, elle est rapide. Et puis bon, faudra pas oublier de la tester aussi en 4 roues motrices, puisque peut-être qu'en 4 roues motrices, on va avoir encore un autre feeling qui aidera encore peut-être un peu pour les reprises en sortie de virage. Donc la petite ligne droite, j'espère au moins 400 km/h, puisqu'on a pris 390 sur l'espèce de petite descente à la con. Donc il y a moyen, avec une boîte un peu courte, pour quand même avoir de l'appui et une voiture un peu nerveuse, qu'on dépasse largement les 400. Ça va se faire facile. 420 quasiment qu'on va choper. En plus maintenant on a un meilleur freinage, des meilleurs pneus, plus d'appui. C'est globalement une bonne bagnole, hein, franchement. Pour le top S2, il y a moyen qu'en optimisant vraiment et en ayant un bon réglage, ce soit une très bonne voiture en fait. Alors là, aïe, ça va passer quand même, un peu limite mais ça passe. Ouf, là aussi. Et là on attaque la partie qui va être complexe parce que on va avoir beaucoup de puissance sur le roue arrière, on va pas pouvoir vraiment bourriner, il va falloir tout le temps calculer si on a le bon pourcentage d'accélération ou pas. Hop, vous voyez même en 3ème à 170 km/h elle dégrippe. Alors pourtant on a des Gumslick, hein. On a des Gumslick, on a une voiture qui est full appui. Mais bon voilà, les propulsions 1400 chevaux c'est trop. C'est trop, c'est vraiment à partir de 1000 chevaux où je pense que la WD devient nécessaire. Même si on se souvire au moins on peut bourriner. On perd moins le contrôle, là c'est chaud. Hop, là l'arrière il avait. Et c'est vraiment péniblement de passer devant à chaque virage. Et on perd un temps fou quoi. Et ça je pense que là vraiment on va gagner du temps avec les 4 roues motrices sur ce genre de secteur. On va faire un temps correct, hein. Genre ça va aller hein, pour une caisse qui date de 2011 et qui est effectivement moins OP qu'une Agera RS ou qu'une One d'origine. Ça va être pas si mal, hein. Ça va être correct. Pas monstrueux, mais correct. Pour l'époque, monstrueux par contre, hein. Franchement, une caisse d'il y a 11 ans avec ces perfs là, c'est pas mal du tout. Donc on est en 3.08, bon c'est pas si loin d'être dans le top 10, mais on n'y est pas encore. On est par exemple devant un Sierra Alpha qui était limité par sa VMAX. On est juste derrière une FX6K Evo améliorée, on est devant une Brabham, on est devant une Schupan. Donc hâte de voir ce que ça va donner maintenant avec les améliorations full quoi, avec les 4 roues motrices. Et donc c'est parti pour la 3ème partie du test avec la voiture full, 4 roues motrices et le coffre de toit, parce que en fait sachez que sur ce jeu vous pouvez aller en classe X avec le coffre de toit, alors que si vous mettez le kit Forza d'Aero vous n'allez pas en X. Donc là j'ai pas trop compris, mais en tout cas
avec ce coffre de toit, techniquement, on passe de 2.2 à 2.3 enjeux latéraux. Et on a une voiture qui est normalement encore plus efficace. Alors c'est un peu incompréhensible. J'aimerais bien voir en vrai IRL un coffre de toit qui résiste à 400 km/h. Avec l'air, avec toutes les forces que ça exerce sur la voiture. Par curiosité, ça doit être assez marrant. Mais clairement, je pense que c'est une des caisses du monde avec un coffre de toit les plus rapides. Hein. Je vois pas qui d'autre propose un coffre de toit sur une voiture qui va aussi vite. Donc hâte de voir ce que ça va donner niveau chrono. Avec les 4 roues motrices, avec du coup le petit coffre de toit. Et ouais, c'est archi bizarre parce que de ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'on a encore plus de Vmax. Par contre, on a moins d'appui à l'arrière. Genre ça, c'est un peu zarbe. Je comprends pas pourquoi les stats augmentent et pourquoi on est en X avec techniquement plus de jeux latéraux que tout à l'heure, alors que pourtant la voiture a maintenant un comportement un peu bizarre. Hein. Genre vraiment l'avant, il est vissé au sol comme pas permis, mais l'arrière, on est un peu en drift en fait. Du coup on a une caisse qui est assez chelou à conduire, on va pas se le cacher. Mais bon, hâte de voir ce que ça va donner quand même niveau chrono final. Est-ce qu'on va faire mieux qu'avant? Est-ce qu'il aurait fallu garder le kit Forza? Je sais pas. En tout cas c'est ultra bizarre à conduire. Ça y a pas de doute là-dessus. Et peut-être un peu plus facile aussi à conduire via grâce aux 4 roues motrices. Et puis en plus on a une voiture plus légère parce que le kit qu'on a mis là nous fait gagner genre 20 kg. Ce qui est assez bizarre, sachant que les 4 roues motrices normalement alourdissent la voiture, donc c'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est vraiment beaucoup plus facile à conduire quand même avec les 4 roues, même si le coffre de toit et l'absence d'appui à l'arrière, vraiment genre sur l'arrière de la voiture, rend hyper bizarre. Du coup on a de l'appui au milieu de la bagnole en fait et sur l'avant. c'est archi bizarre. Par contre on top 430, allô, quasiment 440, ça fait longtemps qu'on n'a pas tapé une aussi grosse vitesse sur le Top Gear Equinox. Hein. Par contre l'arrière, l'arrière il est vraiment en mode détente. Faut freiner ultra tôt en fait, j'ai l'impression. On passe beaucoup moins vite que tout à l'heure ici, alors peut-être qu'après mon freinage était un peu moins bon, je sais pas. Quoi qu'il en soit, je pense que même de toute façon, avec plus d'appui, cette voiture n'en aurait quand même pas assez pour rivaliser avec les caisses qui sont dans le top 10. Dans le top 10 actuellement, on a quand même des grosses dingueries, quoi. Genre la 10ème du classement du top 10, c'est la Mosler GT3, il me semble, ou la Viper édition anniversaire, je ne sais plus. Et c'est des caisses vraiment spéciales avec genre 3.1 ou 3.2 en jeux latéraux. Donc c'est vraiment des caisses qui sont surcheatées en fait. C'est-à-dire que là, même si la Guerra était monstrueuse à l'époque d'Horizon 3, même Horizon 4 elle était acceptable. En fait, ces voitures, elles ont quand même pris un petit coup de vieux au niveau des performances sur un jeu comme celui-ci, quoi. Pas IRL parce que ça reste complètement fumé toujours, mais en fait, c'est tellement plus rapide maintenant sur un jeu comme Forza Horizon que c'est compliqué de les classer. En fait, il y a que en anciennes voitures vraiment worth it toujours, il y a que les anciennes bagnoles de GT1, quoi. Genre la F50, la McLaren, la Diablo, la CLK, la R390, la Porsche Stration version. Donc ouais, en fait, en ancienne rapide, faut aller chercher dans les années 80 ou 90, dans les années début 2000 et début 2010, il n'y a pas grand chose en termes de perf qui arrive à rivaliser avec les caisses ultra modernes du jeu. Même là, on va faire un meilleur chrono que tout à l'heure, je pense quand même, mais ce sera pas suffisant. Ce sera bien, pour une caisse avec un coffre de toit, c'est incroyable, mais c'est pas si fou. En fait, non, on fait même pas mieux que tout à l'heure, on fait 3,08. Ce qui nous fait un peu dégringoler dans le classement. Après, c'est toujours mieux qu'une Divo. C'est un peu moins bien qu'une GT au pied. Et par rapport à une autre Koenigsegg, si on compare avec la One, par exemple, il me semble que la One, on avait fait dans ce classement aux alentours des 3 minutes. Je crois qu'on était même sous la barre des 3 minutes. Donc bon, clairement il n'y a pas photo, voilà, c'est moins rapide qu'une One, c'est moins rapide qu'une Agera RS, mais c'est marrant à conduire. Il y a le petit coffre de toit, voilà, pour se taper des barres. Il y a les performances full stock qui sont quand même très cool, la conduite qui est cool, le design qui est cool et qui est plus sympathique, je trouve, que celui d'une Agera RS ou d'une One. Donc voilà, on va arriver à la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à laisser un petit like, à vous abonner pour les prochaines vidéos, à évidemment venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. La chaîne Twitch sera en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. N'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, qui permettra de profiter de plein de petits bonus en soutenant ma chaîne gratuitement par la même occasion, tout simplement. Vous pouvez me retrouver sur Twitter si vous avez envie de m'envoyer des messages privés, de parler news, d'être au courant de mes news, des news de jeux que je partage.
Évidemment, le lien Twitter est en description et en top commentaire comme d'habitude. Et puis vous trouverez aussi à côté mes liens de soutien gratuits qui vous permettront de faire des économies sur l'achat de vos produits. Vous pouvez utiliser mon lien Instant Gaming pour me soutenir en achetant vos jeux, vos cartes d'abonnement et vos DLC à prix réduit. Le lien Mattel.net pour acheter vos configs, périphériques, casques, manettes, tout ce qui va avec. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, vous pouvez évidemment devenir des soutiens via le bouton rejoindre de cette vidéo, ce qui fera en plus profiter de plein de bonus. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.